Les gars, bienvenue. Aujourd'hui, grosse masterclass sur la dynamique, la metagame en cash game live. Si vous prenez pas en compte les dynamiques de partie, les psychologies des joueurs, en cash game live, vous passez à côté de beaucoup d'argent. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment améliorer justement la qualité de vos décisions grâce à ce concept. Et tout simplement, à la fin de cette vidéo, vous allez savoir comment l'utiliser, vous allez connaître tous les process. Vos décisions vont être chirurgicales et forcément, décision chirurgicale, vous augmentez votre EV dans tous les spots, vous gagnez plus d'argent. Donc restez bien juste à la fin, je vais vous donner les process, je vais vous expliquer tous les éléments à prendre en compte. On va analyser deux mains que j'ai joué où justement en fait la dynamique, la métagame de la partie a complètement influencé mes décisions. On va se mettre après dans la tête d'Eric Persson parce que c'est un joueur récréatif, donc je vais vous montrer que ça va être très très utile à prendre en compte contre les joueurs récréatifs et je vais vous expliquer les déviations, les changements stratégiques dans la tête d'Eric Persson et dans la tête de Tom Dwan. Ça va être une grosse masterclass très très complète. Installez-vous, ça va être absolument insane en termes de valeur. Et let's go les gars. Et c'est un concept beaucoup trop important à utiliser en cash game live. Et c'est des choses qu'on voit très très peu sur YouTube, mais c'est trop important à implémenter dans son jeu. Donc à la fin de cette vidéo, vous allez pouvoir l'implémenter et améliorer vos décisions. Donc c'est parti, on démarre, on rentre dans l'action les gars. Alright, on est parti. Et déjà je vais commencer par tout simplement une définition. Alors la dynamique ou metagame au poker désigne l'ensemble des adaptations stratégiques entre les joueurs, basées sur les historiques des coups, les aspects psychologiques des joueurs, les interactions à la table et forcément aussi les fluctuations, les échanges monétaires tout simplement. Je m'explique. En gros, les joueurs vont avoir, il va se passer des choses à la table pendant les parties, que ce soit des paires de coups, gains de coups, du table talk, quelqu'un qui se fait trash talk, etc. Ça va amener à un changement comportemental, ok, et tout simplement un changement stratégique chez les adversaires, et vous allez devoir le comprendre et vous adapter. Je vous ai mis tout simplement les arbres décisionnels, donc c'est une action X qui arrive. Exemple, ce joueur perd un coup à 200 blindes. Il se fait stacker. Bon, ça fait chier de se faire stacker. Il perd ce coup, et donc forcément, il a une réaction psychologique. Typiquement, il vient de perdre le coup à 200 blindes. Il n'est pas très fort mentalement, on le sait, on avait pris des notes mentales sur ce joueur, donc qu'est-ce qui va se passer? Il va être en tilt. Donc s'il est en tilt, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une réaction stratégique et technique du joueur. Et ben nous, notre job, ça va être de s'adapter, de prendre en compte, ça tout ça, c'est les dynamiques de partie. Et c'est tout simplement de le prendre en compte et de s'adapter d'un point de vue stratégique, d'avoir une énorme flexibilité stratégique. Je donne un exemple concret. Imaginez John. John se prend un bad beat. Ok, il tilt, parce qu'il est très mauvais mentalement, il tilt. Qu'est-ce qui se passe? Donc, rappelez-vous, réaction psychologique, il tilt. Réaction stratégique du joueur, qu'est-ce qu'il fait? Il devient beaucoup plus CS, ok? Parce qu'il veut se refaire. Il augmente aussi ses fréquences de bluff parce qu'il veut augmenter la variance dans son jeu. Il est plus en tilt, du coup il en met partout, etc. Il en a marre, il veut que ça s'arrête et il en fout partout, il prend des jetons, il les met au milieu. Ça peut être aussi l'inverse, hein, et ça va être votre connaissance du profil. Il y a des joueurs qui vont perdre des coups, je sais pas, ils vont jouer tight et ils vont plus jouer un coup. La plupart du temps, ils vont jouer très loose. Mais vous voyez, ça peut changer en fonction des joueurs. Donc c'est aussi important en fait d'avoir des notes, de prendre des notes et aussi de prendre des notes comportementales sur vos adversaires. Comment leur plan de jeu, comment leur stratégie change en fonction de plein de choses qui se passent. Je suis persuadé que vous avez déjà joué des joueurs qui sont par exemple tight et dès qu'ils perdent un coup de 50 blindes, 100 blindes, et ça devient des joueurs loose. Et ça, si vous le savez pas, vous le notez pas, vous comprenez pas, vous prenez pas en compte qu'il y a des énormes déviations stratégiques chez eux du fait de leur faible niveau mental et des choses qui se sont passées à la table, donc réaction psychologique into réaction stratégique. Et si vous le savez pas, vous prenez pas en compte, vous le jouez comme si c'était un joueur tight, alors qu'en fait c'est devenu un joueur loose. Vous voyez? Et donc on joue pas du tout un joueur tight comme on joue un joueur loose, et donc on va avoir des adaptations stratégiques en fonction de toutes les dynamiques de partie. Donc voilà pour les arbres décisionnels, et donc les éléments à prendre en compte justement pour faire bien comprendre les dynamiques de partie, les métagames de partie, c'est évidemment comprendre les changements de comportement et la compréhension psychologique des joueurs. C'est-à-dire, il y a telle chose, action X arrive, comment il va réagir d'un point de vue psychologique et quel changement stratégique va adopter dans son jeu. Va-t-il adopter dans son jeu? Et donc, une fois que vous savez ça, vous allez totalement changer votre façon de jouer contre ce joueur. Donc évidemment, la plupart du temps, ça va venir d'échanges monétaires, c'est-à-dire qu'un joueur qui perd de l'argent, ça va venir beaucoup. La plupart du temps, ça va venir soit de bad beat, soit le fait qu'il gagne beaucoup, hein, parce qu'on peut prendre l'extrême inverse. C'est un joueur qui est plutôt tight, il se met à gagner beaucoup d'argent parce qu'il méga run, potentiellement il va prendre beaucoup moins de risques. Parce qu'il se dit, putain, j'ai beaucoup d'argent, j'ai pas envie de jouer un pot à 1500 blindes, enfin, je vais pas run de gros bluffs, je vais rentrer chez moi gagnant, etc., etc. À l'inverse, ça peut être un joueur qui aime bien gamble, il se dit, putain, je suis up de cave, allez, free money, et j'en mets partout. Vous voyez, et donc c'est pour ça qu'il faut connaître les joueurs, et il faut comprendre ça.
Très très important de prendre dans vos décisions les historiques des mains et des parties. Un joueur que vous avez beaucoup bluffé ou un joueur que vous avez beaucoup 3 bêtes, bah forcément, au fur et à mesure, les dynamiques, justement, la dynamique entre vous va changer parce qu'il y a un gros historique. Du coup, la prochaine fois que vous avez le 3 bêtes, il va augmenter ses fréquences de 4 bêtes, il va se défendre un peu plus, il va coller un petit peu plus, etc. Du coup, forcément, l'analyse de range post-flop, enfin en tout cas pré-flop puis post-flop, n'est pas la même, il y a plus de combos, etc. etc. Et donc ça, faut le prendre en compte. Faut rappelez-vous des historiques de parties entre les joueurs. Évidemment, des gros changements stratégiques adverses. Ça, c'est encore une fois, c'est pareil. Une fois qu'il se passe un truc à la table, il va y avoir un changement stratégique. Donc, votre plan de jeu doit complètement changer. Très, très important, je l'ai déjà dit, mais je l'avais renoté ici. Prendre des notes, parce que si vous le savez pas, en fait, qu'un joueur tight, il fera un bad beat, devient hyper loose. Si vous le savez pas, vous prenez pas de notes. Vous allez peut-être vous en rendre compte au moment T, mais peut-être vous allez le revoir dans 3 mois, vous allez plus vous rappeler. Alors que si vous avez des notes très très bien précises sur ce mec, vous êtes à la table, vous voyez qu'il se prend un bad, vous savez qu'il est tight, ok, on est en début de partie, il est tight, il se prend un bad beat, il perd le coup à 200 blindes, hop, vous le connaissez, vous avez pris des notes, vous savez qu'en fait ce joueur, bah en fait il devient loose, il devient plus CS, et voilà, 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 et que c'était plein d'autres choses, c'est des exemples que je donne. Et donc forcément, dès la main d'après, vous êtes contre lui, et bah vous savez, vous changez en fait tout simplement votre plan de jeu. C'est très important évidemment, de toujours observer, avoir des observations continues. Pourquoi? Parce que toutes les minutes, il y a des échanges monétaires à la table. Il y a des joueurs qui vont gagner, perdre, gagner, etc. Les stacks vont monter, baisser, etc. Et la plupart du temps, les psychologies en fait humaines, le tilt qui va s'installer ou pas d'ailleurs, va venir des échanges monétaires, va venir du fait de perdre ou gagner de l'argent. Donc il faut être très très attentif. Un joueur qui vient de se prendre un bad beat, un joueur qui vient de gagner le pot, etc. Il va y avoir des changements psychologiques, donc des changements stratégiques chez eux, et vous devez tout le temps vous adapter. Donc c'est extrêmement important de tout le temps regarder, voir où va l'argent, qui gagne, qui perd, et essayer de comprendre les étapes psychologiques des joueurs. Il y a des joueurs qui vont vous donner beaucoup d'infos. Un joueur qui tilt, il peut être très très expressif. Il y a des joueurs qui vont un peu moins être expressifs, donc il va falloir le comprendre. Et aussi, les showdowns vont vous aider. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je me rappelle d'un joueur professionnel, qui était très très bon techniquement, mais qui était très mauvais mentalement. Mais il avait toujours une très très bonne poker face, il montrait jamais ses émotions. Et bah, une fois, je le vois se prendre un énorme bad beat, ok? Puis un peu se faire défoncer, et il s'est mis en fait à jouer toutes les mains. Alors que c'est un excellent joueur, et je l'ai vu après, 5 bêtes all-in, 3 et 4 off, UTG versus Big Blind. UTG Open, il 3 bêtes, UTG 4 bêtes, bon, il n'y a que les as dans ce spot. Tapis, 200 blindes deep, 3 et 4 off, un truc comme ça, 2-3 off, je me rappelle plus. Complètement en tilt. Alors que ce mec, il bougeait pas. Il montrait pas qu'il était en tilt. Mais en fait, si vous comprenez qu'il se fait défoncer, qu'il est faible, qu'il a des gros leaks mentaux, parce que vous prenez des notes, vous savez qu'il va jouer beaucoup plus loose. Et typiquement, imaginez, vous prenez en compte, vous êtes UTG dans ce spot, bah vous 4 BT de valet, il fait tapis, vous collez, il vous montre 3 et 4 off et vous gagnez une tonne. C'est trop important de le prendre en compte. Et là, je vous ai donné des exemples, il y a tellement d'exemples, tellement de déviations stratégiques en fonction des choses qui se passent. Je pourrais faire une vidéo ça pourrait durer des heures, mais c'est important de le prendre en compte, ok? Et tout simplement, je vais vous donner des exemples concrets, deux mains que j'ai joué où justement, c'était début de partie, vous allez voir toutes les choses qu'on va pouvoir faire début de game. J'ai bien compris la psychologie et j'ai utilisé l'ego du joueur pour faire un play qui m'a rapporté beaucoup d'argent. On va regarder ça tout de suite. Juste avant qu'on regarde mes mains, qui vont être super intéressantes, vous allez voir, et qui vont vraiment expliquer ce concept, et comment l'utiliser, et pourquoi l'utiliser, pourquoi c'est extrêmement important. Sachez que moi, je viens du online, j'ai joué 4 ans en cash game online, j'ai commencé NL2 jusqu'à la NL 400, où j'ai joué justement en tant que pro, puis après j'ai transitionné en fait en live. Et le gros leak, j'avais un énorme leak quand j'ai transitionné, pas d'un point de vue technique, mais je comprenais pas les dynamiques de partie, je comprenais très peu les psychologies des joueurs, les tells, j'arrivais pas à rentrer dans la tête des joueurs, évidemment je connais pas, j'arrivais mal à exploiter, etc. Quand j'ai transitionné, j'ai pris un coach qui était extrêmement fort là-dedans, qui exploitait les dynamiques, les psychologies des joueurs, les tells, il était absolument trop fort, et ça a complètement changé mon taux horaire. Parce qu'évidemment, techniquement, j'étais bon, mais si je rajoute justement tous ces skills de live, ces exploits, ces lines, les compréhensions des metagames, des psychologies, du game flow de la partie. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en fais une vidéo, parce que c'est beaucoup trop important. Et c'est des choses qu'on voit pas sur YouTube. De parler de ça, on voit plutôt des choses techniques, ce qui est normal. Mais c'est vraiment important, vous êtes joueur de Cash Game Live, c'est une chaîne de Cash Game Live, donc c'est trop important de le prendre en compte. Et quand vous allez combiner les deux, c'est-à-dire très très bon niveau technique, parce que c'est évidemment important d'être bon techniquement, mais aussi très bonne compréhension du game flow des parties, des psychologies des joueurs, très fort en détection de tel,
Quoi d'autre? Ça peut être ouais, les dynamiques de partie. Euh, Évidemment, toutes les lines, les expos que vous allez pouvoir trouver en cash game live, ça va être. Vous allez combiner les deux, vos décisions vont être absolument chirurgicales. Alors, et vous allez pouvoir prendre en compte énormément de choses en fait pendant un coup. La technique, mais les tells, les timings, les sizing tells, la compréhension des psychologies, c'est infini. Et plus vous prenez de choses en compte, plus vos décisions sont bonnes, plus vos décisions sont absolument chirurgicales, limite au combo près, à la virgule près, quoi. Et juste, vous gagnez plus d'argent à la fin. Et ça, c'est vraiment un concept que les joueurs travaillent pas. Bon, déjà, les joueurs travaillent très très peu leur jeu, d'un point de vue technique, mais ils travaillent pas assez leur jeu. Et prendre en compte ça, essayer de noter, parce que c'est important aussi de prendre note sur ses adversaires, pas que technique, technique c'est important aussi, mais aussi justement psychologique, mental sur vos adversaires, ça va faire une différence énorme. C'était petit aparté, on fonce tout de suite dans les mains que j'ai jouées. Alors, on est parti, ça c'est une première. Je vais expliquer le contexte de la main. Alors, est-ce que vous voyez bien, si je cadre, tac, 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 je suis un professionnel du cadrage. Pas du tout. Alors, vous voyez ou pas? Ouais, c'est bon. Bon, c'est pas ouf, mais bon, vous voyez. Euh, J'étais à Barcelone en 2.5, j'ai joué ça il y a des années. Je décide tout simplement, on est en début de partie. Et vous allez voir pourquoi je dis ça, parce que c'est extrêmement important en début de partie, je vais vous expliquer. Je décide de flat, paire de 7, voilà, je suis deep, j'ai un edge, je suis en position, il y a un joueur récréatif, je décide de flat. On peut 3 bêtes aussi, mais je décide de flat. Sachez, début de partie, que les joueurs sont très précautionneux. Ils vont pas run des énormes bluffs, ils vont pas faire des énormes hero calls, ils vont jouer de manière conservatrice, je sais pas, ils vont être très conservateurs, ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent d'arriver. Ils sont dans un bon mood. Ils sont contents d'être là. Ils veulent pas risquer leur tapis. Enfin, je suis sûr que ça va déjà arriver dans les 5 premières minutes de vous faire stacker votre stack 200 blindes. C'est horrible. Vous commencez trop mal la journée. Vous voyez, c'est difficile. Et bah, ils vont jamais justement risquer tout leur tapis. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez réfléchir à l'inverse. C'est-à-dire, si les joueurs jouent comme ça, forcément, j'adapte mon jeu. Bah, du coup, je vais jouer. Enfin, quand je vais subir l'agression, je vais être un petit peu plus tight, forcément. Par contre, quand je vais voir un peu de faiblesse, je vais mettre énormément de pression parce qu'il va pas run des zero calls, parce qu'il est pas en tilt, parce qu'il est pas dans le mood de la partie, parce qu'il vient d'arriver et parce qu'il veut pas prendre de risques. Vous voyez? Et en plus, vous allez voir, juste après, on va review des spots en cash game high stake du coup en stream, avec Eric Persson, Tom Don, etc. Ça va être hyper concret. Je me rappelle j'avais fait un coaching aux joueurs que je coach sur justement toutes les dynamiques de partie, les tells, etc. On avait review une partie de Cash Game High Stake où il y avait Santosh, je sais pas si vous le connaissez, avec Jason Kood, c'était début de partie, tout début de partie, et on voyait des folds absolument insane. Ils foldaient des mains, je me rappelle, c'était limp, 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 Jason Kood cover limp, as valet suité, je sais pas pourquoi. Euh, Santosh fait un ISO, tout le monde fold. Et alors, Jason Koon est hors de position, il fold. Alors que Santosh, ils sont deep, c'est une méga whale, ok? C'est insane son fold. Pourquoi il fold? Parce qu'il vient d'arriver, il a son verre, il discute avec les mecs, il veut pas prendre de risques. Même un top reg, hein, vous voyez, bon après, c'est un top reg, il était en mode chill, c'est un stream. Alors que juste après, on a review, on commençait à avancer justement dans le stream, dans la vidéo. Au bout de 30 minutes, tout le monde jouait beaucoup plus loose, se défendait, etc. Parce que la partie venait de commencer. Et si vous arrivez à, dès premières mains, parce que ça, c'est période 7, je crois, c'est une des. Je pense, je suis pas sûr que c'est la première main, mais ça doit être première orbite. Si vous arrivez justement à être au top dès la première main, vous allez faire une différence. Vous allez faire une différence parce qu'un orbite, deux orbites, bah c'est 8, si vous êtes 8 à table, c'est 16 mains. Je sais pas, je dis peut-être, bref, je dis peut-être nimp. Mais voilà, et ça fait la différence. Euh, et pour être justement prêt in-game dès la première main, il faut absolument faire un très bon warm, ok? Voilà pour ça, c'est bon, on va rentrer dans la technique. Alors, du coup, je def. Jusqu'à là, tout va bien. Ok, il fait un petit c-bet. Je call. Il deux barrel. Je call, même si honnêtement, je pense que il est très orienté value pour toutes les raisons que j'ai dit. Euh, Justement, parce que c'est des débuts de partie, il a pas énormément de bluff. Je pense que maintenant, s'il a c-bet une main comme As-Valet, As-Dame, Dame-Valet ou un R total, je pense qu'il va beaucoup fold. Il va beaucoup. Va très peu bluffer. Il va juste check fold cette texture. Ce 4 n'est pas non plus incroyable pour sa range. Euh, donc je pense que en plus moi j'ai call, j'ai plutôt une bonne range sur cette texture, j'ai des bonnes mains, donc je pense qu'il va très peu bluffer, donc je pense qu'il aura un temps value. Néanmoins je call, pourquoi? Parce que je suis pas sûr, il peut encore bluffer, et donc forcément je suis devant tous les bluffs. Rappelez-vous on battle une range, on ne battle pas une seule main. On n'a pas la certitude qu'il a aucun value, ok. En plus j'ai une très bonne équité, et en plus je vais pouvoir bluffer. J'ai aussi
comment, ce sinking, enfin, cette line qui est à disposition. Potentiellement, ça vient un carreau. Si ça vient, je sais pas, un peu une scary card qui check, je peux lui faire tapis, il va rien call. Et sa range va être complètement capé, ou je vais peut-être raise river, etc., etc. Je peux faire des choses, vous voyez. Et donc forcément, si des outs sont scary, ça c'est encore une autre parenthèse technique, je vais en reparler dans une vidéo, ça devient vos outs. Je m'explique. Imaginons, ici, on sait qu'il a roi dame, ok, et que je joue le 7, enfin je joue du coup un 7x, le 8 et le 3 pour m'améliorer. Et il met 2 fois le bourreau, moi j'ai pas la cote. Ok. Donc je fais une erreur d'un point de vue technique. Ok. Maintenant, si j'estime que 1 j'ai des cotes implicites, bah potentiellement ça devient un peu. Si je prends énormément d'argent, si je touche, bah ça peut devenir un call profitable. Mais il y a aussi autre chose, c'est que vous pouvez bluffer. Rappelez-vous ça, il y a des outs, imaginons la roi dame et qui check fold tous les carreaux, ok, et bah les carreaux deviennent vos outs. Et donc forcément vous avez plus d'out, donc plus d'équité. Même si ça améliore pas votre main, vous gagnez quand même le coup. Mais encore faut-il pouvoir run le bluff, savoir run le bluff, avoir le courage de run le bluff, et aussi être sûr de votre profiling en sachant il a roi dame, ça vient un carreau, je sais qu'il check fold, et donc forcément les carreaux deviennent mes apps. C'est encore une fois une parenthèse, mais du coup ici je call. River 4, doublette du 4, ok. Si check, on va showdown tranquillement, sauf qu'il décide de bet 70. Ici je suis à peu près sûr qu'il a... merde, vous voyez plus. Vous voyez pas, ouais, vous voyez. Je suis à peu près sûr qu'il a hop, un roi X. Je vais vraiment discount des mains genre 6-6, 5-5, 4-4, je pense qu'il fait plus cher river, surtout le gros de ma range, c'est un roi, ça va payer plus cher. Là j'ai un gros sizing tel, je m'attends à ce que justement il ait une main comme As-Roi, Roi Dame, Roi Valet, qu'il ait pas trop envie de checker, qu'il se dise j'ai encore un peu de value, etc. et qu'il fasse un petit mipo. Du coup je m'attends que 1 ça reste soit maximum un roi. 2, moi si je raise, j'ai très peu de bluff en vrai en perçu, j'ai plein de mains fortes, 5-5, 6-6, peut-être 4 et 5, 4-4, 7 et 8 suités, des mains comme ça. Même si ça fait pas énormément de mains value, mais j'ai très peu de bluff. Je bloque le potentiel 7 et 8 qui pourrait avoir joué comme ça. C'est toujours cool d'avoir des bloqueurs sur les mains, des bonnes mains adverses. Et surtout, en fait, on est en début de game. Et le pot n'est pas énorme. Il s'en fout de folder. Il a bet 70, 40 à la turn, donc il va bet 150. Et tout simplement, ici, j'ai raise. Max pression. Et il s'est passé un truc extrêmement intéressant. C'est qu'il a foldé 7 et 8. Donc il a avec quinte. Ok. Donc vous voyez à quel point ça marche. C'est-à-dire que même son top range, il le fold. Il m'a mis sur full. Point, la ligne. Il a foldé en 15 secondes. Il m'a regardé. Il m'a dit ah, t'as full. Je dis j'ai full. Ok. Enfin, j'ai pas répondu. Et il s'est passé autre chose. Et vous allez voir, ça va prendre en compte justement la main d'après. Il a montré ses cartes à toute la table. Je vous déconseille absolument de montrer vos cartes. J'en ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique pourquoi ne pas montrer ses cartes et potentiellement quand aussi, parce que des fois vous allez pouvoir le faire. Il montre ses cartes à toute la table. Ce qui est une énorme erreur. Pourquoi? Parce que il dévoile trop d'aspects stratégiques de son jeu. Il dévoile sa range d'open, il dévoile sa stratégie de ses bet flop et le sizing qu'il utilise, son 2 barrel à la turn, son sizing river, etc. Et le fait qu'il fold une main aussi forte à la river. Ok, bon après il a un bluff catcher aussi, mais bon. Enfin quoique, en vrai j'ai un 4, j'ai une main comme ça. Non, j'ai très peu de 4 en vrai. Non, j'ai aucun 4 dans ce spot. Mais bon, bref, il fold d'une très bonne main. Et il a montré à toute la table qu'il avait foldé. Et qu'est-ce qui se passe, vu qu'on est dans la masterclass dynamique, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Dans sa tête, en fait, il vient de faire un énorme hero fall. Il est content de montrer parce que être un héros, c'est bien en poker, évidemment qu'on fait des gros hero calls, mais aussi quand on est capable, on est là, on est, je suis fait un fold énorme, incroyable, j'aurais jamais foldé, GG à toi. On est un peu un héros. Donc c'est pour ça qu'il montre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans sa tête d'un point de vue psychologique? Il vient de montrer à toute la table qu'il avait foldé une main extrêmement forte. Du coup, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête? Il va se dire, et qu'est-ce qui va se passer justement d'un point de vue stratégique chez lui? Vous pouvez être sûr que la prochaine fois qu'il a un spot de bluff catch, ok, dans les prochaines 30 minutes, la prochaine heure, il va tout le temps le prendre. C'est-à-dire il va tout le temps coller. Pourquoi? Parce qu'il veut pas passer pour un paillasson, parce qu'il a un petit peu d'ego, parce que il vient de dire regardez, je suis capable de folder des bonnes mains. Du coup, peut-être il se dit ouais, mais les joueurs vont penser que du coup je suis un paillasson, que je fold trop, et du coup bah je bluff catch. Et à chaque fois que les joueurs font des gros hero fold, qui ont des décisions compliquées river, qui montrent ou qui montent pas d'ailleurs, dans les 30 à 1 heure, en fait, ils vont être ACCS parce que ils vont se dire j'ai fait un énorme hero fold, j'en ferai pas deux. J'en ferai pas deux. Et c'est très psychologique. Évidemment, quand vous allez jouer contre des top players, il va pas trop avoir de déviation. Parce que c'est des bons joueurs, ils ont l'habitude, ils vont pas être trop déviés d'un point de vue stratégique à cause de ça. Si un top player peut faire 4 hero fold d'affilée s'il pense que le call n'est pas profitable, vous voyez. Alors que ce genre de choses chez les joueurs
réguiche, pas très fort, slash joueur récréatif, slash très très mauvais joueur, ça va être surpuissant à prendre en compte. Et là, vous savez, et là, je viens de le voir, il a foldé son CT8 suité. Moi, je suis là, professionnel. J'ai pas montré mes cartes. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai très très bien analysé la situation. Je me suis dit, toi, la prochaine heure, je ne te joue qu'en value, parce qu'en fait, tu vas être beaucoup plus CS, parce que t'as montré ton hero fold, parce que tu veux pas, t'as de l'ego, tu veux pas passer pour un paillasson, parce qu'aussi t'as pas vu mes cartes, et du coup la prochaine fois tu vas me blush catch, etc., etc. Du coup, j'ai pris en compte ça, et je me suis dit, ok, mon plan de jeu contre ce joueur va changer. Je vais jouer orienté en value, pré-flop et post-flop, tout simplement. Alors que, imaginons, il se serait passé autre chose, je sais pas, autre chose, il gagne le coup contre moi, et ben j'aurais pu être potentiellement plus agressif parce qu'il se dit ok, j'ai déjà un peu gagné, je le laisse gagner, etc. etc. Du coup, ma stratégie n'est pas du tout la même. Vous voyez les flexibilités stratégiques qu'on peut apporter. Regardez la main suivante. C'est contre le même joueur, la même partie. J'ai 6 de 3 bêtes. Je pense que c'est quelque chose comme 30 minutes après. Je pense 3 bêtes pour value ici. L'isoler en position. Et vu que je pense qu'il va être. Il va avoir. Ça a un peu le titiller, ça peut pas mal marcher, je peux gagner pas mal d'argent. Jackpot. Ici, je fais small. Pourquoi? Parce que je suis très content en fait. Ouh là là, je fais n'importe quoi. Est-ce que vous voyez ou pas? Ouais, vous voyez. Ici, je fais small. Je suis très content en fait de le faire continuer avec une range large, d'induce des check raise aussi parce que vu qu'il a fait un gros hero fall contre moi, il va avoir de l'ego contre moi. Du coup, il va vouloir un peu plus de mat play. Et donc, forcément, il va être plus aggro. Et donc, peut-être une main comme ici, roi dame de pique, vu qu'il a fait un gros hero fall contre moi, qu'il a perdu de l'argent, bah, il va jouer agressivement. Alors que s'il avait gagné le coup contre moi, bah, roi dame de pique, il aurait très souvent foldé. Vous voyez les différences? Et du coup, c'est pour ça que j'utilise ce sizing, c'est pour ça que je travaille de pré-flop, et c'est pour ça que vu que je le prends en compte, je vais potentiellement pas bluffer. Là, j'ai un 10, donc ça va, on va pas bluffer, mais peut-être si j'ai une autre main, je vais peut-être pas bluffer parce que je sais qu'il va être beaucoup plus CS contre moi. Vous voyez les différences de stratégie. Vous devez absolument avoir une flexibilité stratégique en fonction d'énormément de choses. Et donc là, les dynamiques de partie, c'est vraiment le sujet de la vidéo. Donc et je pense qu'il peut un bluffer, me float un peu loose et beaucoup me coller aussi pré-flop. Donc c'est pour ça que vu que le board est assez loqué, je suis content de le faire continuer de faire un petit size. Là, je pars pin. Maintenant, je veux allouer une paire. Je pense qu'il va être très CS. Il peut même être encore CSA avec ça. Et s'il a turn backdoor flush, on est parti. Il call. Turn 3, magnifique. Et là, j'ai pot. J'ai pot. J'ai pas été trop greedy. Je target une paire, paire de 8, paire 9, paire de valet qui a pas 4 bêtes près. Un 7 qui peut être CS aussi. Parce que rappelez-vous, encore une fois, l'analyse de range n'est pas la même en fonction des dynamiques de partie. Vu qu'il y a ce truc qu'il a un peu d'ego contre moi, qu'il a foldé, bah qu'est-ce qui va se passer? En fait, préflop, il va coller plus loose. C'est aussi pour ça que je 3 bet 3 10 suité. Là, je sais qu'il va coller des mains comme 7 et 8, 7 et 6 suité, vous voyez? Forcément, c'est des mains. Vu que je prends en compte la dynamique, je change mon analyse de range parce que je sais qu'il a des 7x dans ce spot. Alors que s'il était pas en tilt, s'il avait pas d'égo contre moi, qu'il avait un petit peu gagné, il se dit oh, je me fais 3 bêtes, j'ai 7 et 6, je fold. Et donc, forcément, mon analyse de range n'est pas la même. Donc, je sais que maintenant, bah, je target une paire, j'essaie de faire le sizing idéal. Et il me snap call avec paire de 8. Ce qui est un call ok, hein, évidemment. Je pense que, bon, moi je vais très peu bluff dans ce spot, vu ce que je vous ai dit. Mais en fait, il peut pas snap call. Un bluff catcher, comment tu snap call? Réfléchis un minimum. Bah, rappelez-vous, il y a 30 minutes, il a fait un gros hero fold, il a montré à toute la table, et donc forcément il est beaucoup plus CS. Et moi, ce spot, je l'aurais jamais bluffé. Parce que je prends en compte les dynamiques de partie. Et en plus, choisis un size optimal. C'est-à-dire que là, peut-être je me dis, ok, je target 8, 8, 9, 9, faut pas que je sois trop greedy, etc. Je vais pas trop... Bah non, en fait, let's go. Il a de l'ego contre moi, il va me CS spot. Et ça change, je gagne 100 euros de plus. Vous voyez? Et ça change votre taux horaire. Voilà pour ça. On va tout de suite passer à encore des exemples. Et cette fois-ci, on va review Eric Persson, on va review qui d'autre? J'ai mis Eric Persson, Tom Dwan. Et vous allez voir, ça va être vraiment cool et très intéressant. Alors on est parti. Eric Persson, du coup, décide de lim 10 et 7. Kier qui call. Et Garrett qui décide d'ISO. Et tout le monde call. Très très bien. Bon, après ça joue loose, c'est normal. C'est des streams. Ok. Garrett qui flop trips. Il décide de faire son c-bet. Nippo, quelque chose comme ça. Cœur qui call. Bon, je sais pas trop pourquoi il call. Et Eric Persson qui va décider de relancer si je ne m'abuse. C'est ce qu'il est en train de faire. Il prend des jetons 8800. Voilà, un petit race pour info, comme on aime. Slash protect. Faites pas ça. Et Garrett qui colle évidemment avec son as. Turn, ça vient heads up. Ça check, ça check très rapidement. Et là, river, un 4. Et je crois Garrett va envoyer un sacré parpaing, 28 000.
il va se polariser, il va lui dire frérot, j'ai soit un as, soit un flush draw, good luck à toi pour coller ton set, j'ai bien compris que tu avais ça. Et donc là, voilà, ça discute, on est en début de game, il veut pas prendre trop de risques, il a fait son petit raise pour info. Il est pas encore en tilt en fait, et du coup il va pas faire des gros bluff catch, vous voyez. Il veut pas se mettre dans des situations indélicates, surtout, et perdre un gros pot du coup début de game, du coup il fait tout simplement un fold. Et toute la table, vu qu'il a tanké, toute la table a vu qu'il avait foldé, et donc potentiellement, il va être beaucoup plus CS, comme je vous ai expliqué, c'était l'exemple que je vous ai donné, il va être beaucoup plus CS sur les 30 prochaines minutes, sur la prochaine heure, ou peut-être même sur toute la partie. Ou pas d'ailleurs, ça se trouve, il s'en fout complètement foldé, il est là pour s'amuser, et il n'a pas de déviation stratégique. Mais c'est pour ça que vous devez absolument prendre des notes, vraiment. Et imaginons un joueur que vous jouez Miller, ou peut-être vous avez joué ouais, Miller, vous le connaissez très très bien, c'est un règle, vous savez qu'il a des leaks mentaux, qu'il y a des grosses déviations stratégiques en fonction des choses qui se passent, et en fonction de sa psychologie, et forcément, rappelez-vous, action X arrive, déviation psychologique, et forcément déviation stratégique, et devez vous adapter. Un joueur qui est tight, il se prend un bad beat, il joue loose, il est plus CS, plus bluffy, du coup, nous, notre adaptation stratégique, c'est quoi? On va lui bet beaucoup plus in, et on bluff catch beaucoup plus, parce qu'il va beaucoup plus bluff, vous voyez? Et si vous arrivez à prendre en compte ça, vous êtes des killers. Ça, c'était la première main. Maintenant, je vais passer à la deuxième main. Et je vais vous montrer plein de mains pour que ça soit, enfin, trois mains pour que ça soit vraiment, que ça rentre, en fait, que vous comprenez. J'avais noté, c'est à 1h25. Donc, 1h25, vous savez, c'est 10 minutes après. Il a perdu 9, il décide de limper. Il se fait ISO, partir, toujours aussi loose. Et il décide, je crois, de limp re-raise. Voilà, 4 bêtes à 9000. 4-3 suité. Je vais passer parce que la technique va pas être très très intéressant. Il y a quinte, il va faire quinte contre flush et il va perdre un gros pot. Ok. 50 000, il reste 50 000 river et l'autre qui a flush, c'est value cut avec sa quinte. Hop, je vais vous remettre, voilà. Quinte contre flush et il perd le pot à 150 000 $. Donc ça commence à monter. Vous voyez, il se passe des choses, les échanges monétaires. Il vient justement la main d'avant de folder, faire un fold, il n'a pas bluff catch, il n'a pas vu les cartes de Garrett. Là, il vient de perdre un pot à 150 000. Regardez sa tête, et on sent qu'il est énervé. Et ça, vraiment, les joueurs qui ont des gros leaks mentaux, vous allez pouvoir justement utiliser la psychologie et les dynamiques de partie à votre avantage, parce que c'est des joueurs qui vont avoir des grosses déviations. Comme je vous ai dit, un reg, ici, perdre un pot, bon, 150 000, c'est beaucoup d'argent, mais imaginez, vous jouez un 2-5, un reg, qui perd 1000 balles, bon, c'est la routine. Faire 500, c'est la routine, il va pas se mettre à péter un câble, sinon c'est juste un très mauvais reg. Et ça, c'est votre profiling qui va vous le dire. Donc voilà, il perd. Bon, il a quand même le sourire parce qu'il est méga riche, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, regardez, on est à 1h27. 1h37, on va avancer. C'est ce que j'ai noté. Regardez la main. Patrick Anthony décide de. Qu'est-ce qu'il fait? Anthony décide de limper. Ah non, c'est pas ça, je me suis gouré. Alors, pourquoi je me suis gouré? Je crois que c'est la main d'avant, du coup. Ouais, c'est la main d'avant. Ok, on revient, les gars, on revient. Alright, est-ce que je ferai un cut? Non, je ferai pas de cut. Allez, on s'en fout. Du coup, 7 et 5. Regardez, Eric Persson, 7 et 5 ici, au cutoff, décide de limper. Tout à table limp. Et Anne qui décide d'ISO avec assez suité. Et Penzol qui 3 bêtes avec Roi Dame, du coup, plus 1, je pense qu'il est en straddle. Eric Persson, qu'est-ce qu'il a? Il vient de limper, il a mis 200 € dans le coup, il a 7 et 5. Bon bah tu vois un ISO, un 3 bet, tu fold. Et ça, vous pouvez être sûr que début de game, il la fold cette main. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il vient de perdre 150k, qu'est-ce qu'il s'en fout de 4k? Il va avoir un flop, il a une main sexy, il veut se refaire. Et donc, une fois qu'on comprend ça, on voit que action X est arrivée, action psychologique, il est en tilt, action déviation stratégique, il va jouer plus loose. Et donc forcément, vous allez 3 bet de manière beaucoup plus linéaire, et votre analyse de range va changer. Et ici, il a 7-5 suité dans sa range, parce qu'il est en tilt, alors que s'il n'est pas en tilt, il l'a pas. Et regardez ce qui va se passer post-flop. Anne décide de... non, pas Anne, je crois Penzo décide de faire son c-bet. Ok. Et Eric Persson, il a rien du tout, il en pend pas absolu, il a hauteur 7. Il a des backdoor équité, quoi, c'est à peu près tout. Il a limpé, donc il est bien capé, hein, il a jamais 2 as de valet. Il représente que peut-être as 4 ou paire de 4. Il envoie 15 000 boules. Avec rien du tout. Alors là, il est chanceux parce que Anne, il est en sandwich, il fold son as, ce qui est à peu près normal. Et l'autre, il a rien, il a juste une gutshot, il peut pas trop subir l'agression, il décide de folder. Mais vous voyez que, et même d'ailleurs, si on comprend ça avec Roi-Dame, on peut se dire, non mais là, il rep rien, je pense qu'il peut beaucoup bluffer vu qu'il a une range loose. Il a une range préflop très très loose, je pense qu'il me bluffe beaucoup, bah du coup, je 3 bet. Et je fais un truc genre 35 000.
et je le mets dans un tough spot et il fold. Ou alors, si j'ai un as, je call down. Vous voyez? Et on va avoir des déviations stratégiques en fonction du changement psychologique et stratégique de nos adversaires. Et on va complètement s'adapter. J'espère que c'était clair. On va tout de suite passer à une main. Bon, c'est un peu plus marrant. C'est la main de Tom Dwan. Je pense que vous la connaissez tous. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que ça va être un autre aspect. Je pense que vous connaissez tous la main. C'est la main à 3 millions. Pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même la remettre. Qu'est-ce qui se passe? Donc Tom Dwan a 2 dames ici. Je crois qu'il est en straddle. Du coup, UTG/S, ça doit être straddle. Enfin, c'est sûr. Du coup, ça fait raise 3 bêtes. Tom Dwan qui va 4 bêtes, à mon avis, 100 000 boules. En détente, un petit 4 bêtes. Il se prend 5 bêtes, 275 000. Et il call. Et le flop, ça vient, voilà, 8, 8, 3, un board assez sec. Et en fait, Wesley va triple. 3 barrels all-in. Voilà, 3 barrels all-in. La turn, c'est un 5, il a barrel. Et river, il all-in. Qu'est-ce qui se passe ici? Évidemment, il a un bluff catcher. Tom Dwan, il a 2 dames, encore une fois. Il s'est passé quelque chose d'extrêmement intéressant sur cette partie. Cette partie, je vais revenir un petit peu à Wesley. Alors, je pense pas qu'on va le voir. Non, on va pas le voir. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un joueur qui est justement ici. Qui est ici. Ok? Mais qui est absent. Là, je pense qu'il est aux toilettes ou il est allé bouffer. Euh, il a trash talk Wesley depuis 2 jours. Ils ont joué la One Million Dollar Game. Il le trash talk en lui disant: T'es un méga nit. T'es un nit. Putain, t'as encore foldé. T'es un nit. T'es un nit. Il l'a trash talk. Il l'a un peu bully, franchement. Pas très très sympa. Franchement, il a un petit peu, il a un peu chauffé. Il est allé un peu loin et il l'a trash talk pendant 2 jours. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Trash talk, quelque chose qui arrive. Et c'est pour ça que vous devez le prendre en compte pendant vos parties. Parce que c'est pas que des échanges monétaires. Il y a, je sais pas, il y a trash talk justement, on parle de ça. Mais ça peut être un autre truc. Imaginons, il y a un joueur qui est là, sa bouffe vient d'arriver. Il va jouer plus tight. Parce qu'il est content, il y a sa bouffe, il y a effet de dopamine. Putain, il y a mon burger qui vient d'arriver. Allez, je m'en fous, je fold. Et du coup, va un petit peu plus fold. S'il fold un peu plus, vous pouvez un petit peu plus bluffer. Vous voyez, c'est vraiment des petites adaptations. Ou encore autre chose. Le mec, il est là, il y a sa meuf qui vient d'arriver. Bon, bah, il est content de voir sa copine. Il va jouer plus tight. Et il y a peut-être un spot qui va prendre qui peut prendre potentiellement en 4 bet bluff, qui va pas le prendre. Du coup, bah, son 4 bet va être en temps value. Vous voyez, plein de choses à prendre en compte, toutes les choses en fait qui se passent à la table en fait. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est trash talking. Trash talking. Il est rentré l'autre là, le mec qui est là. C'est dommage que vous ne le voyez pas. Je crois qu'il est là, hein, ou peut-être qu'il n'est pas là à cette game, mais en tout cas non, je crois qu'il est là. Mais enfin là, il est pas là. Mais je crois qu'il est à ce siège, si je ne m'abuse. Du coup, il est un peu rentré dans sa tête et tout le monde se dit putain, mais Wesley c'est un nit. Et Wesley c'est un joueur récréatif. Et donc forcément, un joueur professionnel, moi tu m'insultes de nit. T'es un nit parce que ça fait 3 heures que tu folles. Je m'en fous. Insulte-moi. Nit, je suis scarded. Moi je joue mes reines, je suis solide, je suis professionnel. Un joueur qui justement qui est récréatif va être beaucoup plus à fleur de peau. Et toutes les choses qui vont se passer, ça va y avoir de plus grosses déviations stratégiques forcément dans son jeu. Donc là, il s'est fait insulter de nid pendant 2 heures. Pendant 2 jours, pardon. Toute la table le voit, l'entend. En plus, c'est en live stream. Donc, il y a, je sais pas, en plus, c'est One Million Dollar Game, il y avait beaucoup de monde. Moi, je regardais, j'étais en live. Du coup, il se fait insulter de nid devant des dizaines de milliers de personnes, voire peut-être des centaines de milliers de personnes, vu qu'en replay, il y a combien? Il y a 1,4 million. Enfin, c'est énorme. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Action X arrive, trash talking. Réaction psychologique, tilt, énervement, etc. Réaction stratégique, bah forcément, réaction psychologique, j'ai un peu d'ego. Non, moi je suis pas un nit, machin, machin. Du coup, réaction stratégique, je vais jouer beaucoup plus loose et je vais beaucoup plus bluffer, je vais en mettre partout pour prouver que je suis pas un nit. Et donc forcément, il run un bluff As-Roi. Alors, évidemment, à la place de Tom Dwan, c'est pas que ça qu'il faut prendre en compte. Il faut prendre en compte la technique, il faut prendre en compte les tells physiques, potentiellement les timings qu'il a pris en compte. Mais ça aussi, en fait, c'est un élément en plus à prendre dans la balance. Et ce que je vous expliquais, c'est que c'est pas, vous pouvez pas prendre une décision juste sur ça. Mais vous voyez peut-être qu'on a 2 dames, on se dit ok bluff catcher, ok c'est under bluff, ok le pot est énorme, du coup j'ai pas trop envie de call. Et vous voyez, ça donne, il y a des éléments qui donnent envie de call, des éléments qui donnent envie de fold. Et bah peut-être justement cette compréhension des dynamiques de partie, de ce qui s'est passé, et de fait que potentiellement on l'appelle un nit et il veut pas être un nit, peut-être bluffer à peut-être une plus haute fréquence que si on l'avait pas appelé nit. Et donc vous voyez que ça change un peu, et donc si on prend ça en compte, on prend des décisions qui sont beaucoup plus chirurgicales et plus précises tout simplement. Et c'est pareil avec les tels, c'est pareil avec tout. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu la main, il a collé. Hein. Tom Dwan et Wesley a gentiment perdu le coup à 3 millions.
Voilà pour ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Prenez ça en compte, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre jeu. Vous allez juste gagner plus de sous. C'est tout pour moi. À très vite pour une prochaine vidéo, les gars. Ciao, ciao.